J'ai travaillé pendant de nombreuses années comme gardien de parc dans le nord de l'Alaska, depuis l'âge de 20 ans jusqu'à 35 ans. Au début, quand j'ai accepté ce travail, j'essayais de fuir mon passé. Mais avec le temps, j'ai appris à l'aimer. Une nature sauvage à perte de vue, des sommets enneigés, le bruit étouffé de la tempête de neige quand il n'y a pas la moindre lumière autour. Les étoiles, là-haut, ressemblaient à de minuscules éclats de diamants. Et en hiver, les aurores boréales apparaissaient, ondulants et scintillant de couleurs étranges et extraterrestres. Mais il y a quelques années, tout a empiré. Les gens ont commencé à disparaître à un rythme inquiétant, et des choses étranges ont commencé à m'arriver dans le parc et dans la réserve naturelle. L'une des parties les plus étranges de mon histoire a commencé par une nuit glaciale et sombre de l'année 2018. Je roulais en motoneige dans une terrible tempête de neige. Les conditions étaient et presque impraticables. La neige tombait si drue et si vite qu'elle semblait former un mur blanc, mouvant et scintillant de tous côtés. Un autre gardien, un homme immense et maladroit s'était nommé Ace Acosta, m'a rejoint à l'arrière sur une deuxième motoneige. Je l'ai regardé, mesurant 6 pieds et 6 pouces, avec en arrière-plan les sommets majestueux qui s'élevaient dans le ciel nocturne, et j'ai pensé que cela ferait une excellente photo. En regardant autour de moi, j'ai vu de faibles traces dans la neige. Les phares de la motoneige d'Ace étaient braqués directement dessus, et je me tenais presque dessus sans m'en rendre compte, ce qui est assez facile à faire quand il tombe plusieurs centimètres de neige par heure. Au début, j'ai pensé que c'était dans les traces gelées d'un animal blessé. J'ai d'abord remarqué des gouttes de sang absorbées par la fine couche de glace. En les suivant du regard, j'ai compris qu'il s'agissait d'empreintes de pas enfoncées dans la croûte gelée, menant de moi vers la toundra plate. J'ai plissé les yeux, je me suis agenouillé et je me suis penché en avant. Je ne voulais pas piétiner les traces. J'ai rapidement compris que je regardais des traces humaines nues, mais qui pouvaient bien se trouver ici en décembre, par un vent de moins 40 degrés, sans chaussures. Ils mourraient rapidement ici. Pour simplement traverser la toundra en motoneige, j'ai dû enfiler 3 vestes, des sous-vêtements thermiques, un pantalon, un jean épais, un masque de ski et plusieurs couches de chaussettes et de gants avec des chauffe-mains. Je portais des bottes imperméables, spéciales, avec des chaussettes composites qui ne gelaient pas comme celles en acier. Et malgré tout cela, j'avais quand même froid. J'ai avancé et j'ai vu des empreintes de mains mélangées à des empreintes de pieds, toutes couvertes de sang. La glace était suffisamment épaisse pour couper les mains et les pieds d'un être humain. La conclusion logique était indéniable. Quelqu'un avait rampé ici, peut-être nu, à 4 pattes, et son corps gelé devait se trouver quelque part devant nous. Je soupirai en me tournant vers Acosta. Il se tenait toujours dans la même position, le visage couvert d'une écharpe rouge. Seuls ses yeux étaient visibles. Je vis l'un de ses sourcils recouverts de givre se lever d'un air interrogateur. « Je pense qu'il y a un cadavre quelque part ici », dis-je en retournant à la motoneige et en la démarrant. Il fit de même. Quel drogué complètement défoncé se promènerait ici sans vêtements ? Demanda Ace de sa voix grave de baryton. Mec, je voudrais bien une dose de ce que ce type a pris. J'ai 2 pulls et 2 vestes d'hiver, et j'ai quand même froid. Kelton, qu'en penses-tu ? Il a commencé à me donner des coups de coude en plaisantant. Je me suis renfrogné sans répondre. Ace avait toujours une remarque sarcastique à faire. Il était à mes côtés lorsque j'ai passé l'entretien pour ce poste au centre de recrutement de l'État de Washington. La vieille femme qui menait l'entretien était une femme au visage émacié et à l'air méchant, avec d'énormes lunettes qui doublaient à la taille de ses yeux. Elle crachait chaque question comme un sergent instructeur s'adressant à des recrues dans l'armée.
Appartenez-vous à une religion organisée » demanda-t-elle brusquement. Ace secoua la tête. « Non, madame, mais je suis membre d'une religion non organisée, » répondit-il. « Nous nous appelons les serviteurs des anciens. Nous attendons que les anciens dieux reptiliens au fond de l'océan se réveillent. Cependant, jusqu'à présent, ils n'ont répondu à aucune de nos attaques. » J'y pensais en appuyant 2 fois sur l'accélérateur pour lui signaler que j'allais démarrer et qu'il devait rester à proximité. Nous nous sommes mis en route, avançant lentement et suivant les traces aussi près que possible, sans les détruire. Mais elles continuaient encore et encore, et les taches de sang semblaient s'estomper à mesure que nous avancions. Et, curieusement, les empreintes de mains et de pieds ont également commencé à s'allonger, comme si quelqu'un courait à 4 pattes et accélérait. Nous approchions de l'entrée de la forêt de conifères lorsque j'ai aperçu un éclair blanc devant nous. La créature qui nous fuyait était humanoïde, mais j'ai tout de suite compris qu'il ne s'agissait pas d'un être humain. Elle courait à 4 pattes, complètement nue, la peau d'un blanc pâle et sans vie. Elle a tourné la tête vers la lumière des motoneiges. Pendant un instant, j'ai vu une créature sans poils, avec une peau tendue sur son corps, simiesque, les lèvres constamment tirées de vers l'arrière, comme si elles avaient été mangées. Sous celle-ci, on pouvait voir des gencives tachetées de noir et de rouge, recouvertes d'une épaisse couche de sang séché. Son nez ne ressemblait qu'à 2 trous irréguliers, et ses yeux, ils reflétaient la lumière des motoneiges, comme les yeux d'un raton laveur ou d'un opossum. Ils étaient énormes et enfoncés dans son visage émacié et monstrueux, et j'ai vu ce qui laissait des traces de sang. La créature, pour autant que je puisse en juger, était parfaitement indemne. Dans sa bouche éternellement souriante, entre des rangées de dents tordues, pointues et ensanglantées, elle tenait le corps d'un bébé. La tête de l'enfant pendait d'un côté à l'autre, son cou semblait brisé, et du sang coulait continuellement de sa bouche et de son nez. Son petit corps portait des marques de morsures profondes, des demi-cercles laissés par des dents qui avaient là dû lui briser les côtes. Les taches de sang sur la neige pâlissaient, car le cœur de celui qui les avait laissés ne battait plus. J'avais un fusil chargé dans ma motoneige, et je portais un fusil de calibre 12 en bandoulière, principalement pour me défendre contre les attaques d'ours ou d'élans. Je gardais toujours le fusil chargé de balles qui, d'après mon expérience, étaient les munitions les plus polyvalentes pour arrêter n'importe quel gros animal. Un fusil de calibre 308 pouvait abattre un ours blanc, du moins avec un tir chanceux à la tête, ou, dans le pire des cas, simplement l'énerver. Mais une balle de fusil de chasse dans la tête ou dans le cœur arrêterait n'importe quel ours ou élan sur place. Bien sûr, ce n'était pas un ours blanc qui se trouvait devant moi. Pour autant que je sache, c'était quelque chose de bien pire. J'ai regardé le compteur de vitesse et j'ai vu que je roulais à 20 miles à l'heure dans l'obscurité et la tempête de neige. Et pourtant, cette étrange créature humanoïde était toujours devant nous, son énergie apparemment inépuisable la propulsant toujours à une vitesse surhumaine. Ses jambes et ses bras pâles et osseux bougeaient si vite qu'ils se confondaient en une tache floue. Il tenait ses dents acérées sur la nuque du bébé mort, comme une chatte portant son chaton. Je gardais une main sur le volant, essayant de dégager la sangle du fusil de chasse par-dessus ma tête. J'ai ralenti à moins de 20 miles à l'heure, et la créature a répondu en accélérant encore plus. Elle se précipitait vers la forêt de montagne qui commençait à quelques centaines de mètres seulement. Je libérai le fusil, arrêtai rapidement la motoneige et le levai. Je visai, pris une profonde inspiration pour me calmer et tirai. Je manquais ma cible, mais je ne sais pas de combien. Les fusils de chasse avaient un inconvénient. Ils étaient beaucoup moins précis à longue distance que les carabines. Mais le temps que je sorte mon calibre 30-08, je savais que la créature
aurait depuis longtemps disparu dans les buissons épais et les arbres. À ce moment-là, Ace s'était également arrêté et avait ouvert le feu, mais la créature était déjà partie. « Bon sang !» s'écria Ace. « Cette créature était rapide. Je n'arrive pas à croire qu'elle se soit enfuie après tout ça. » Il poussa un profond soupir. « Je pense qu'on ferait mieux d'aller voir d'où elle a pris cet enfant, » dis-je. « Nous avons peut-être beaucoup plus de cadavres sur les bras que nous ne le pensons. » Nous avons trouvé une radio dans la motoneige et avons signalé ce qui s'était passé, ou du moins, l'essentiel. J'ai omis la partie concernant le monstre nu et à moitié humain, et j'ai dit qu'il s'agissait d'un animal inconnu. Il y avait peu de forces de l'ordre dans cette région, car elle était presque inhabitée. Les gardes forestiers et les agents de la protection de la faune et des ressources halieutiques travaillaient régulièrement avec les policiers dans les petites villes, du moins dans celles où il y avait des policiers. Dans des dizaines de villages tribaux locaux, il n'y avait pas de police du tout. Ces gens s'adressaient le plus souvent aux agents forestiers et aux agents chargés de la protection des ressources halieutiques et de la faune sauvage, et étaient toujours parmi les habitants les plus amicaux et les plus serviables du comté. Lorsque nous sommes revenus aux premières traces de sang, la neige les avait complètement recouvertes. Cependant, d'après la direction dans laquelle la créature s'était déplacée et l'endroit d'où provenaient les traces, j'ai supposé savoir où elle avait pu commencer son périple. Une ligne presque droite menait au parc de caravanes de Lutna Peak. Ace et moi avons foncé à toute vitesse à travers les collines et les plaines, tandis que la neige tombait de plus en plus vite et de plus en plus drue. On dit que les Esquimaux ont des dizaines de mots pour désigner la neige, et après avoir travaillé ici comme gardien, je peux dire que j'ai vu chaque type de neige des milliers de fois. Celle-ci devenait humide, avec d'énormes flocons, et avait tendance à tout recouvrir. Nous allions probablement devoir trouver un abri rapidement, surtout si elle continuait à tomber encore plus fort. J'ai entendu des cris avant même de voir l'agitation lorsque nous avons pris un virage serré à droite, là où la route de terre débouchait sur un parc de caravanes. J'ai vu des dizaines de personnes s'agiter comme des moucherons autour d'une des caravanes dans le coin le plus éloigné du parc. Toutes les lumières de cette caravane étaient allumées et j'ai vu une femme réconforter une autre femme qui était recroquevillée et pleurait. Bien que presque tout le monde nous connaissait ici, j'ai sorti mon badge attestant que j'étais un agent fédéral des forces de l'ordre. Ici, tous les gardiens étaient techniquement des agents fédéraux, autorisés à porter des armes et à procéder à des arrestations, comme des policiers ordinaires, à l'exception du fait que nous étions agréés par le ministère de l'Intérieur et non par les forces de l'ordre de l'État. Je me suis précipité dans la caravane et, après avoir longuement regardé autour de moi, j'ai compris qu'il n'était pas nécessaire d'appeler une ambulance. Ace m'a suivi, ses pas lourds et sonores, faisant légèrement trembler la caravane lorsqu'il montait les marches. Nous sommes restés longtemps silencieux. Toute la famille était morte. Il y avait du sang partout, même sur les plafonds, dont la majeure partie avait gelé dans le froid, et je me suis demandé depuis combien de temps la porte était ouverte. Des morceaux de corps étaient éparpillés sur le sol, une main dans un coin de la pièce, une tête posée sur la table de la cuisine, même une dent coincée dans le plaque-au-plâtre. La cruauté était inimaginable, et la force nécessaire pour commettre une telle attaque devait être extraordinaire. « Je pense qu'il nous faudra beaucoup plus de monde que toi et moi », a déclaré Ace. J'ai acquiescé, déjà épuisé, alors qu'il restait encore tant de travail à accomplir cette nuit-là. Avant que je puisse m'endormir, nous avons localisé les autorités étatiques et fédérales dans la région. Comme la plupart des terres appartenaient à des tribus, nous avons dû traiter avec plusieurs agences. Finalement, nous avons appelé les enquêteurs criminels sur place, en pleine tempête de neige, même s'il devait y faire plus de 3 heures de route. Nous avons simplement bouclé les lieux pendant que nous attendions.
et nous avons été constamment amenés dans les caravanes voisines, où les habitants nous racontaient les derniers potins. Ils nous apportaient également du café chaud et essayaient de nous soutirer toutes les informations que nous pouvions avoir, comme ils le faisaient habituellement dans ce genre de situation. « Non, Maggie, honnêtement, » disait Ace à une vieille dame, emmitouflée dans un vieux manteau de fourrure. « Je n'en sais pas plus que vous. Soyez sûr que vous le sauriez si j'en savais plus. » À ce moment-là, les voitures de police arrivaient lentement les unes après les autres. Ace et moi leur avons raconté une version simplifiée des événements de la nuit. Nous avons pris congé et leur avons laissé les lieux. Je suis rentré chez moi et j'ai pris une douche brûlante pour essayer de chasser le froid de la nuit de mes os. Puis je me suis endormi profondément, même si j'ai fait des cauchemars dans lesquels je voyais le visage de cette créature se tourner vers moi, tenant un enfant mort dans sa bouche et me fixant de ses yeux sans émotion qui reflétaient la lumière. Je ne le savais pas encore, mais c'était la dernière fois que je dormais dans mon lit pendant plusieurs jours. Le lendemain, la police d'État nous a assigné un officier déclarant qu'elle souhaitait qu'un représentant officiel de ses intérêts participe à l'enquête. À ce stade, l'affaire était devenue assez prioritaire. Nous avions peu d'agressions ou de vols ici, sans parler de meurtre, et le meurtre de toute une famille avait vraiment bouleversé les habitants. Le fait que les enquêteurs ne comprenaient rien à l'affaire ne faisait qu'empirer les choses. Ils ne parvenaient même pas à se mettre d'accord sur le fait que cela avait été commis par des humains, des animaux ou une combinaison des deux, par exemple des humains accompagnés de chiens de combat devenus fous. N'ayant aucun indice, ils voulaient que nous retournions à l'endroit où nous avions vu la créature la nuit précédente pour voir ce que nous pouvions trouver. Un policier devait nous accompagner. Une femme nommée Melinda Jansen semblait avoir tout juste commencé un nouvel emploi et ne pas encore réalisé à quel point il était horrible. Elle était toute rayonnante et enthousiaste, et lorsqu'elle m'a serré la main, elle m'a presque broyé les os avec sa poigne de fer. J'ai vu Ace grimacer légèrement lorsqu'il lui a serré la main à son tour. Lorsqu'elle s'est détournée, il m'a regardé en haussant les sourcils, comme pour dire « Que veux-tu y faire ?» Il ne nous a pas fallu longtemps pour retrouver l'endroit où nous étions la nuit dernière. Lorsque nous nous sommes approchés de la forêt où la créature avait disparu, j'ai vu une branche endommagée par un tir de fusil de chasse et j'ai compris que nous étions sur la bonne voie. Dans la journée, j'ai vu qu'il y avait un sentier légèrement sinueux à travers les arbres, peut-être un ancien sentier de serre. Il était assez large pour que nous puissions passer avec nos motoneiges, à condition d'avancer lentement. Parfois, en tant que guide, je devais descendre et dégager les grosses branches qui encombraient dans le chemin. Mais dans l'ensemble, nous avancions plus vite que je ne l'avais prévu. Le sentier longeait le sommet de la colline, descendait, puis remontait en spirale autour de la montagne. Nous étions déjà à une altitude élevée, à au moins 2100 mètres au-dessus du niveau de la mer, et la vue s'étendait sur des centaines de kilomètres. C'était à couper le souffle de voir le paysage blanc gelé sous nos pieds, les montagnes alignées à l'horizon et l'océan Arctique de l'autre côté. Cependant, à quelques centaines de mètres devant nous, le sentier s'arrêtait tout simplement. J'ai aperçu une ouverture dans la montagne. Après m'être lentement approché en motoneige, j'ai regardé à l'intérieur et j'ai vu quelque chose qui ressemblait à des couloirs de pierre formés naturellement. Le couloir descendait abruptement sans marche. Un silence effrayant émanait de l'obscurité qui s'épaississait progressivement. Les deux autres motoneiges se sont arrêtés juste derrière la mienne et l'officier Jansen s'est approché, allumant sa lampe frontale à LED. J'ai immédiatement vu une bande de tissu bleu clair. Je me suis approché, me suis penché pour confirmer ce que je soupçonnais déjà. C'était un morceau du vêtement du bébé disparu. « C'est plus que suffisant. Au travail », a déclaré Jansen.
Je voudrais rentrer avant le coucher du soleil. Elle est partie sans attendre de confirmation. Ace et moi avons enfilé nos sacs à dos et allumé nos lampes frontales. J'ai essayé d'utiliser la radio et le téléphone satellite pour signaler notre position, mais aucun des deux ne fonctionnait. Les lumières artificielles, vives, révélaient que les parois rocheuses naturelles du couloir continuaient à descendre profondément dans la montagne. Une brise chaude passa près de moi, apportant avec elle une odeur âcre de soufre. « C'est juste une mission d'extraction du corps », murmurai-je à Ace, m'éloignant de l'officier Jansen pour parler. « Alors pourquoi risquons-nous potentiellement nos vies ici? Nous devrions attendre les renforts. Nous savons tous les deux que le bébé est le mort. Je veux dire, depuis longtemps. »« Tu sais ce que je pense ?» murmura Ace d'un air complice, avant qu'un faible couinement ne nous arrête tous et n'interrompe la conversation. Je n'ai jamais su ce qu'il pensait. À ce moment-là, il faisait beaucoup plus chaud ici qu'à l'extérieur, et j'ai eu envie d'enlever ma veste. Le cri s'intensifia et fut repris par des dizaines d'autres, provenant de loin, de l'autre côté des murs de pierre. L'officier Jansen sortit son pistolet, qui, à ma grande surprise, s'avéra être un Ruger calibre 45, une arme de gros calibre avec une bonne puissance d'arrêt. Elle avait sur ses hanches suffisamment de chargeurs pour détruire tout un troupeau de bisons. Je sortis également mon fusil de chasse, après m'être assuré qu'il était chargé de balles en plomb. « Vous avez une idée de ce à quoi nous sommes confrontés ?» lui demandai-je. Ace était juste derrière nous, son fusil de chasse déjà armé et chargé, le canon pointé vers le bas. À ce moment-là, je transpirais abondamment. L'air dans le tunnel devenait de plus en plus chaud. J'avais l'impression d'entrer dans un sauna. De minces nuages de vapeur et des gouttes de condensation chaude s'accrochaient au plafond lisse en granit. Le couloir continuait à descendre avec la même pente raide, mais je pouvais maintenant voir quelque chose en bas. De la lumière. « Pas beaucoup plus que vous, en fait », dit l'officier Jansen avec un léger sourire. « Mon seul conseil est de tirer d'abord et de poser les questions ensuite. Tuez tout ce qui bouge. Cet endroit a déjà coûté la vie à beaucoup de gens. Des gens qui étaient actés trop gros et trop lents pour se couvrir les arrières. » Je plissai les yeux pour examiner les lumières. Elles semblaient provenir d'un organisme poussant sur la surface de la pierre. Ce n'était pas de la lumière électrique, et certainement pas la lumière naturelle du soleil. Elle brillait comme des millions de lucioles, d'une couleur violet-bleu, qui donnait au sol et aux murs de granit une teinte complètement différente. À ce moment-là, nous marchions aussi silencieusement que possible, mais je ne voyais toujours personne. Nous avons atteint le fond de ces salles de pierre, où d'étranges champignons brillaient dans l'obscurité, leur mycélium rayonnant cette lumière partout, s'étendant au-delà du seuil de l'ouverture. J'ai éteint ma lampe LED, voyant mes compagnons faire de même. Puis j'ai passé la tête. En regardant autour de moi, j'ai vu encore plus de ces créatures qu'auparavant. Leurs lèvres étaient absentes, leur peau était pâle, leurs yeux énormes et fous. Elles les tournaient et secouaient d'un nez constamment la tête vers la gauche ou vers la droite, comme si elles entendaient quelque chose qu'elles seules pouvaient percevoir. Deux d'entre elles traînaient un élan qu'elles avaient déchiqueté en deux. Une autre traînait le corps d'un vieil homme par les jambes, relevé. Je voyais la tête manquante du vieil homme, ses mains ridées traînaient derrière son corps. J'ai suivi toute cette agitation du regard, puis j'ai poussé un cri de surprise. Un énorme monstre insectoïde était assis nonchalamment près d'un mur de pierre, pendant que ses créatures lui apportaient l'âme de la viande. Le monstre était si gros que je n'étais même pas sûr qu'il puisse se lever. Il avait une carapace chitineuse rouge sang avec une capuche, comme celle d'un cobra, qui s'étendait autour de sa tête. Ses dents tremblaient constamment lorsqu'il enfournait de nouvelles offrandes dans sa bouche, le sang coulant en filets épais
et coagulé qui dégoulinait de son menton. Ses longs bras minces avaient des doigts pointus comme des couteaux, et ses 6 pattes se ramifiaient comme celles d'une menthe religieuse, s'étendant de chaque côté de son corps, brillant d'un rouge foncé dans la lumière étrange de la caméra. Son ventre était très proéminent, et j'ai vu avec horreur qu'il pondait des œufs, chacun de la taille d'un chien. Leur surface ondulait et tremblait, semblant tendue et prête à éclater à tout moment. Les créatures qui nourrissaient et soignaient ce monstre se précipitèrent, traînant les œufs dans un coin de la chambre chaude. Je vis qu'il y en avait des dizaines et que certains avaient déjà éclos. Quel que soit ce monstre, il avait déjà engendré une progéniture, et maintenant ces créatures se promenaient en liberté, prêtes à tuer n'importe qui. Ce cauchemar s'est produit il y a plusieurs années, lorsque j'étais gardien du parc. Je me souviens encore de m'être tenu là, me sentant distant et étrange, regardant la scène horrible qui se déroulait sous nos yeux. « Oh mon Dieu !» murmura Ace dans la lumière violette de la grotte devant nous. Une main rouge vif se précipita et attrapa le corps d'un homme sans tête. Elle souleva le cadavre avec aisance. Je regardais la bête ouvrir sa mâchoire suffisamment large pour y jeter le cadavre sans difficulté. En refermant sa gueule, elle éclaboussa encore plus de rouge sur son visage et sur le sol en pierre, érodé devant elle. Des taches rouges foncées s'étalaient sur le sol, à une vingtaine de mètres devant la créature, ressemblant à des taches d'encre de Rorschach dans une grotte malodorante. « Nous devons aller plus loin, » dit Johnson, le front plissé, en regardant tour à tour Ace et moi. « Tu es fou ?» dit Ace. « Tu veux mourir ? Il peut y avoir des milliers de ces créatures là-bas. » Mais la décision fut rapidement prise pour nous lorsque nous entendîmes un cri, une voix jeune et aiguë. Nous avons tous regardé vers le bas en même temps et avons vu des mutants humanoïdes blancs traîner un jeune garçon que j'ai reconnu grâce aux photos accrochées au mur de la scène de crime dans le parc de Caravane. Il avait des coupures et des égratignures sur tout le corps et tremblait, soit de froid, soit de peur, soit des deux. Mais il était vivant. Ses yeux étaient écarquillés tandis qu'on le traînait par ses petits bras vers une grande bête insectoïde rouge dans le coin. « Merde !» ai-je murmuré en regardant Ace et Johnson. « Bon, Johnson et moi prendrons les positions avancées. Ace, tu couvres nos arrières. Nous formerons un triangle, puis nous commencerons à tirer. Quand l'un recharge, les deux autres assurent la couverture. Ace, tu devras te retourner régulièrement pour surveiller nos arrières et t'assurer qu'il n'y a pas d'embuscade. Maintenant, allons-y. » Ils ne contestèrent pas mon ordre. Aucun d'eux n'avait le temps pour ça. Pour sauver le garçon, nous devions agir immédiatement. Nous avons commencé à descendre ces sols en pierre lisse, à seulement quelques centaines de mètres d'un nombre inconnu d'ennemis. J'ai tiré le premier, visant avec mon fusil à pompe le groupe de mutants le plus proche de moi, aussi vite que je pouvais appuyer sur la gâchette. Le premier tir a déchiré la poitrine de l'un d'entre eux. J'ai continué et j'ai touché un autre à la jambe, faisant voler des éclats de pierre du mur derrière eux. Je voyais tout cela au ralenti. Mon adrénaline montait en flèche et un sentiment aigu de combat m'envahissait. Le deuxième tir a touché le plus proche à la tête. Elle a explosé comme un vase qui se brise. Du sang et des os ont giclé dans toutes les directions. J'ai vu celui qui tenait le garçon le lâcher lorsque la balle du Ruger Johnson l'a touché. C'était un tir incroyable qui n'avait pas touché le garçon et avait arraché la tête de la créature. Cela semblait assez risqué, surtout avec un pistolet, mais je pouvais dire qu'elle avait de l'expérience et de l'adresse. Pourtant, personnellement, je n'aurais jamais essayé de faire cela à une telle distance avec un otage. En utilisant autre chose qu'un fusil, le risque de décapiter l'otage semblait trop grand. Cela m'a fait réfléchir à son self-control et à sa propension à prendre des risques. Qui était cette femme après tout?
Le mutant blanc a continué à tenir le garçon par la main pendant 1 seconde, debout, tandis que sa tête mutilée et à moitié détruite continuait à projeter des jets de sang dans les airs. Puis il s'effondra lentement sur le sol. La bête noire dans le coin semblait enragée. Elle poussa un cri de banshee qui émit de puissantes ondes sonores, montant et descendant en vagues distinctes. Cela ressemblait à une version étouffée et beaucoup plus grave d'un sifflet à vapeur. Instinctivement, j'ai voulu jeter mon fusil et me boucher les oreilles pour ne plus entendre ce cri douloureux. Il semblait encore plus fort que les coups d'artefeu, ce que j'aurais jugé impossible sans l'avoir entendu. Et le pire, c'est que la bête se levait. Même s'il semblait gros et lent, et même si je savais qu'il était plein d'œufs, car nous l'avions vu les pondre, il s'avéra beaucoup plus rapide que nous ne l'aurions tous imaginé. Il avait un énorme ventre rouge sang, mais il se déplaçait avec la grâce et la rapidité d'un chat. Il s'élevait sur ses 6 pattes, le haut de son corps dépassant de sa carapace insectoïde inférieure, comme une sorte de centaure fou. Ses pattes ramifiées ont glissé vers l'avant, comme celles d'un 1000-pattes, ce qui m'a instinctivement dégoûté. Mais il ne courait pas vers nous. Il s'éloignait des tirs vers une immense entrée. En courant, il attrapa le garçon avec ses bras incroyablement longs et fins. Je craignais qu'il n'ouvre sa gueule géante et ne l'y enfonce, et que ce soit la dernière fois que nous le verrions. Mais il ne le fit pas. Il a disparu en poussant un cri strident semblable à celui d'un sifflet à vapeur. Mes oreilles bourdonnaient tellement à cause des coups d'artefeu, des échos des coups d'arc de feu et des cris de la bête que j'ai cru être devenu sourd. Pendant un instant, Ace s'est tenu devant moi, remuant les lèvres, mais je ne comprenais pas ce qu'il disait. « Quoi » ai-je crié. Mon ouïe revint lentement. « Nous devons suivre le garçon, » dit-il. « Nous ne pouvons pas perdre sa trace. » Je savais qu'il avait raison. La présence d'un otage vivant changeait complètement la donne. Nous n'avions pas de renfort et aucun moyen d'appeler à l'aide. Nous devions agir seuls. Cela semblait être une proposition insensée. Et les créatures étaient largement supérieures en nombre. Mais laisser mourir l'otage n'était pas une option. « Oui, sans hésitation », ai-je répondu d'un ton sombre. J'ai pris une profonde inspiration. Nous avions plus de munitions sur les motoneiges. J'avais rempli mes poches de balles supplémentaires, mais je ne m'attendais pas à cela. Ace était probablement dans une situation similaire. Nous avions le choix, soit revenir en arrière et essayer de récupérer autant de munitions que possible, au risque de perdre notre otage, soit aller de l'avant et risquer d'épuiser toutes nos munitions. Ce qui, en fin de compte, était un risque dans tous les cas, car nous ne savions pas combien de ces créatures vivaient dans les tunnels. J'ai vu les mêmes de pensée traverser l'esprit d'Ace lorsqu'il a regardé les motoneiges, puis les tunnels devant nous. « Allons-y », ai-je dit en lui faisant signe d'avancer. « Nous ne pouvons pas risquer de perdre la trace. Nous laisserons des miettes de pain sur notre chemin, en coupant métaphoriquement de minuscules morceaux de veste ou quelque chose du genre, afin de retrouver notre chemin. » « Vu le nombre de ces créatures que j'ai vues, » répondit-il, « je pense qu'on pourra simplement suivre les douilles vides. » Jansen avait déjà pris de l'avance et nous dûmes courir pour la rattraper. Nous passâmes devant des œufs, certains vides, d'autres palpitants de vie intérieure. Je vis que celui qui était le plus proche de moi pulsait de veines rouges sang, sa peau fine et brillante laissant apparaître la silhouette d'une créature insectoïde monstrueuse à l'intérieur. Elle se tordait et se contorsionnait, agitant ses 6 pattes et poussant contre la membrane qui la maintenait prisonnière à l'intérieur de l'œuf. Je savais qu'il allait bientôt éclater. Combien d'autres avaient donc déjà éclos? Depuis combien de temps cela durait-il? J'avais le sentiment que nous allions bientôt le découvrir. Nous avons couru dans le tunnel, allumant nos lampes frontales au passage. Jansen était en tête, suivi d'Ace, et je fermais la marche. Je vérifiais régulièrement nos arrières.
mais personne ne semblait nous suivre. Du moins, pour l'instant. Tout le remue-ménage se trouvait devant nous. La créature continuait de hurler, mais le son était beaucoup plus étouffé et lointain. À ma grande horreur, j'entendis des dizaines de réponses provenant de toutes parts, des tunnels plus profonds et plus divers qui partaient couler de la chambre principale ou de celle-ci. Certaines semblaient très lointaines et à peine audibles, mais d'autres semblaient beaucoup plus proches. J'entendais également les cris d'aide du garçon, même s'il s'affaiblissait de plus en plus. Nous avons essayé de courir plus vite, mais que pouvait-il faire 2 jambes humaines contre les 6 pattes de cette créature glissante? Pas grand-chose, me suis-je dit. Le tunnel semblait vide. Cette étrange moisissure poussait partout ici. Nous n'avions presque pas besoin de l'aide pour voir, mais le tunnel avait tellement de courbes et de bifurcations qu'il était difficile de voir loin. Tous les 100 mètres environ, un autre mur apparaissait, toujours courbé vers la gauche ou vers la droite. Pendant que nous courions, j'ai aperçu quelque chose qui ressemblait à des yeux rouges dans certains de ces petits tunnels latéraux. Mais quand je me suis retourné pour regarder, ils avaient disparu. Il en allait de même pour ceux qui devaient nous suivre. Il m'a semblé apercevoir un long bras blanc ou un visage sans lèvres, mais lorsque je braquais mon fusil, la créature se glissait dans l'ombre ou s'enfonçait plus profondément dans l'un des innombrables tunnels ramifiés et disparaissait au détour d'un coude. En un instant, les cris des bêtes s'étaient ententus au loin et un silence effrayant s'était abattu comme un brouillard. Nous nous sommes tous arrêtés à l'intersection du réseau de grottes. Un tunnel partait à angle droit vers la gauche, un autre vers la droite. Il y avait aussi le grand tunnel principal, celui que nous avions emprunté, qui s'étendait devant et derrière nous. Heureusement, nous ne nous étions pas encore éloignés du tunnel principal. Il devrait donc être relativement facile de retrouver notre chemin. Il faisait également beaucoup plus chaud ici. Nous descendions plus profondément dans la chaîne de montagnes qui s'étendait vers le nord, parallèlement à l'océan Arctique. J'ai déboutonné toutes mes vestes et enlevé mon bonnet, mais j'avais quand même l'impression de bouillir. Je voyais bien que les 2 autres ressentaient la même chose. Des gouttes de sueur coulaient sur leur visage et ils se débarrassaient de plusieurs couches de vêtements. Ils ont jeté 2 vestes par terre, ne voulant pas les porter pendant Dieu sait combien de temps. Si nous nous en sortons, ai-je pensé, ils pourraient le regretter, mais après avoir marché plusieurs kilomètres, j'ai moi aussi jeté 2 vestes par terre et les ai laissées là. Après tout, lorsque nous reviendrions par ce chemin vers la motoneige, nous pourrions simplement les récupérer. Sauf que, bien sûr, nous ne sommes jamais revenus par ce chemin. « Bon sang, » a dit Ace. « Eh bien, nous avons perdu un gars. Rentrons et faisons notre rapport. Nous devons trouver un signal satellite quelque part dans cette zone. » J'aurais aimé que nous fassions cela, mais à ce moment-là, des circonstances indépendantes de notre volonté ont décidé de notre sort. Tout a commencé par un léger tremblement, presque imperceptible. J'ai regardé les murs violets et lumineux et l'étrange moisissure moussue qui recouvrait tout. Certaines d'entre elles se sont détachées des murs lorsque la vibration s'est intensifiée. Dès que leur système racinaire cessait de toucher la pierre et la terre, le amas rond de moisissure détaché s'assombrissait instantanément. Leur lueur s'éteignait comme un interrupteur lorsqu'elle cessait d'être attachée au tunnel de pierre. « Un tremblement de terre !» ai-je crié, mais Johnson et Ace le savaient déjà, apparemment. Nous avons regardé autour de nous à la recherche d'un endroit sûr. Nous avons plongé dans un tunnel latéral où le sol était plus stable. Derrière nous, des pierres de tombée, avec fracas, délogées de leur emplacement après Dieu sait combien d'années. Cela s'est transformé en une cacophonie incessante. Nous avons couru plus vite et finalement, quelque chose derrière nous a semblé s'effondrer. Tout le tunnel principal semblait s'effondrer. Plusieurs petits cailloux et galets se sont détachés
et m'ont frappé au visage et à la poitrine pendant que je courais. Mais il devenait de plus en plus évident que, quelle que soit la faille qui s'était déplacée, elle se trouvait plus loin, passant sous le tunnel nord principal. Des tonnes de terre et de roches semblaient d'eau s'être effondrées. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, tout s'est arrêté. Quelques petites répliques ont légèrement secoué la zone, mais dans l'ensemble, nous semblions être en sécurité. Nous avons tous allumé nos lampes frontales à LED et sommes retournés dans le tunnel principal, espérant y trouver une sortie. Nous devions rejoindre les motoneiges et, plus important encore, nous avions besoin d'aide. Pour autant que je sache, il pouvait y avoir d'autres personnes ici, emprisonnées ou prises en otage. « Tout va bien ?» ai-je demandé. « Ça va », a répondu Jansen en essuyant la saleté sur son visage. Un petit filet de sang coulait sur son front. « Mon Dieu, le tunnel principal !» a dit Ace en sortant lentement du petit tunnel dans lequel nous avions trouvé refuge. « Regardez-le !» Je m'approchais par derrière, sans être surpris de voir des tonnes de pierres s'être déversées tout vers nous, avec des rochers plus petits et des galets tout près, et d'énormes morceaux de la taille d'un homme plus loin. « Nous allons devoir trouver un autre chemin pour rentrer, » ai-je dit. « Nous ne pouvons pas revenir, » a déclaré Jansen. « Il y a un otage ici. »« Alors comment comptes-tu le retrouver ?» a demandé Ace. « Ces tunnels peuvent nous étendre sur des centaines de kilomètres dans toutes les directions, pour autant que nous le sachions. » Je sentis une nouvelle secousse sous mes pieds lorsqu'une petite réplique sismique traversa la zone, faisant rouler et tomber plusieurs petits rochers autour de nous. Mais nous étions allés trop loin. « Nous allons ramener ce type, » dis-je. « Nous sommes déjà allés trop loin, et le chemin du retour était de toute façon bloqué. Nous devrons trouver une autre sortie. Il doit y avoir d'autres entrées dans ce réseau de grottes. » Mais en réalité, je pensais aux histoires horribles que j'avais entendues sur les catacombes de Paris, sur le fait que parfois, quelqu'un s'y perdait. Les innombrables virages aléatoires dans l'obscurité sous la ville, combinés aux nombreux kilomètres de tunnels, faisaient que très peu de ceux qui s'y retrouvaient dorment seuls et perdus en ressortaient. Ils mouraient souvent de faim ou de déshydratation, leurs os se mélangeant inévitablement à ceux de centaines de milliers d'autres, reposant éternellement sous le paysage urbain, bruyant au-dessus. Après nous être reposés, nous avons continué à avancer ensemble. Le moral était au plus bas, et même Ace semblait sombre et pensif. Nous avons continué à avancer dans le tunnel principal, espérant que le garçon était toujours en vie, quelque part dans ces tunnels infinis. Mais nous n'avions pas entendu le moindre bruit provenant des créatures depuis si longtemps que je commençais à perdre espoir. Le tunnel devant nous a commencé à s'élargir et d'énormes excroissances de moisissures lumineuses ont commencé à recouvrir le sol et les murs, formant des structures semblables à des fourmilières qui m'arrivaient presque au cou. Un son faible a commencé à résonner. Cela ressemblait au murmure d'un ruisseau souterrain. Je me précipitai, éclairai le ruisseau et constatai avec soulagement qu'il était rempli d'eau pure et fraîche. Je commençai à puiser avidement de l'eau avec mes mains et à boire. J'ai vu Ace et Jansen suivre mon exemple. Après toute cette course et cette lutte, j'avais faim, soif et j'étais fatigué. En levant les yeux, j'ai vu un pont primitif en dalles de granit enjambant le ruisseau. Et derrière lui, j'ai vu quelque chose qui m'a coupé le souffle. Il y avait là une cathédrale, ou du moins quelque chose qui s'en rapprochait. Des centaines d'œufs s'étendaient à droite et à gauche de la chambre, comme des bancs dans une église. Ils étaient disposés en rangées, avec un passage vide de 3 mètres qui menait plus loin. À des centaines de mètres au-dessus de nous, des stalactites acérées pendaient venant du plafond, brillant d'une lumière violette due à la moisissure qui s'élevait en fines traînées le long des murs. Au fond de la chambre, ouverte, à plusieurs centaines de mètres, j'aperçus une sculpture qui s'étirait jusqu'au plafond.
taillée dans la pierre pure. Elle représentait l'un de ces monstres insectoïdes pondant des œufs. Il se tenait debout, ses bras fins et ramifiés, tendus vers le plafond au-dessus de lui, ses yeux ovales grands ouverts et son énorme bouche grande ouverte, dévoilant les innombrables dents du prédateur. En dessous, j'aperçus l'une des créatures humanoïdes blanches. Elle portait une grossière robe brune, la première de son espèce que je voyais, vêtue. Elle était si immobile que je pensais d'abord qu'il s'agissait d'une partie de la sculpture, qu'ils avaient créé une idole religieuse montrant comment ces créatures servaient idées leurs grands et terribles maîtres. Mais ensuite, il s'est tourné vers nous. Nous avons tous levé nos armes en même temps. « Ne bougez pas !» a crié Jansen. J'ai vu son doigt se crisper sur la gâchette. « Non !» ai-je dit. « Il n'est pas armé. Attends. » Je sentais les regards posés sur moi de tous côtés. Mais quand je me suis retourné pour vérifier nos arrières, je n'ai rien vu. Nous avons commencé à avancer vers le mutant en robe. À mesure que nous nous approchions de l'avant, je voyais de plus en plus d'œufs vides. Ceux qui se trouvaient à l'arrière étaient vivants, une vie qui poussait contre les fines membranes et dont les pattes glissaient sinistrement dans le liquide amniotique qu'ils respiraient. « Pourquoi devrions-nous le laisser vivre ?» murmura Jansen avec colère, tandis que nous avancions à l'unisson. « Ces créatures ont tué cette famille, et qui sait combien d'autres. Quand je pense à toutes les affaires non résolues de personnes disparues dans ce comté. » Je savais ce qu'elle voulait dire. La même pensée m'avait traversé l'esprit. Combien de personnes ces créatures avaient-elles tuées? Le mutant en robe brune se tenait là, sa bouche sans lèvres formant un sourire froid, tandis qu'il m'examinait de la tête aux pieds. Ses yeux étranges semblaient sortir de son visage émacié. Lorsque je me suis approché suffisamment près, j'ai compris qu'ils avaient un aspect presque albinos, avec des iris rouge sang qui pâlissaient vers le centre pour devenir roses. Leurs pupilles semblaient briller, reflétant la lumière sinistre de la moisissure. Je ne savais pas quoi faire. Cependant, la créature devant moi prit la parole la première. « Ce sont nos dieux », dit-elle d'une voix rauque. D'après la profondeur de sa voix et sa carrure, je compris qu'il s'agissait probablement d'un mâle de son espèce. Sa façon de parler me rappelait celle des personnes sourdes. Les mots sonnaient bizarrement, avec des pauses aléatoires et des changements d'intonation qui rendaient la compréhension difficile. Mais c'était bien de l'anglais. « Qui êtes-vous » ai-je demandé. « Quel est cet endroit ?» Il secoua la tête en montrant l'énorme sculpture derrière lui. « Les dieux, dit-il, nous nourrissons et ils protègent. Pour l'instant, ils ne font pas très bien leur travail. » m'a chuchoté Ace à l'oreille. Ces énormes insectes se sont enfuis en hurlant quand nous avons commencé à tirer. Je l'ignorais. « Qui êtes-vous » demandai-je, espérant obtenir une réponse sincère, et cette fois, je l'obtins. « Nous sommes les gardiens » dit-il lentement, pensivement, en regardant l'énorme sculpture. « Et eux, ce sont les nécrophages. » Il secoua à nouveau la tête, et son visage prit une expression très humaine. Était-ce du regret? De la peur? Et ils ont faim, tellement faim. Comme sur commande, j'entendis derrière moi le bruissement d'une multitude de pieds. Me retournant rapidement, je vis que pendant que nous étions distraits, certains de ceux qu'il appelait les nécrophages nous avaient encerclés en demi-cercle, nous coupant toute retraite. Il semblait beaucoup plus petit que celui que nous avions vu au début, et je supposais qu'il s'agissait probablement de jeunes. « Derrière nous !» ai-je crié à mon équipe, mais ils avaient déjà entendu la même chose que moi. J'ai levé mon fusil de chasse et tiré une balle dans le visage rouge et déformé du plus proche d'entre eux. Elle l'a traversé entre les yeux et, l'espace d'un instant, j'ai vu un trou net à travers lui jusqu'au mur de pierre qui nous entourait. Puis, il s'est effondré.
ses jambes tremblant convulsivement dans les derniers soubresauts de la mort, ses bras bougeant d'avant en arrière en petits arcs, comme s'il avait une crise d'épilepsie. Dans les derniers instants de sa vie, des dizaines d'autres sont apparus, et la vitesse à laquelle il courait bas vers nous était effrayante. Tout ce que je voyais, c'était une tache rouge floue et un éclair de nombreuses pattes ramifiées. Et un instant plus tard, je voyais l'une de ces créatures voler dans les airs, la mâchoire ouverte et les griffes levées. Les armes tirées rapidement, en abattant une douzaine en quelques secondes et ralentissant ceux qui étaient derrière, nous donnant une chance. Mais ils glissaient aussi vite que d'énormes araignées. Leurs nombreuses pattes grattaient et craquaient sur le sol en pierre, et ils sautaient sur nous. J'ai esquivé l'un d'eux, les contourné et lui ai tiré dans la tête avec mon fusil de chasse. Ses yeux rouges foncés me fixaient depuis son visage anguleux, tandis qu'une énorme blessure explosa à l'arrière de sa bouche. Hurlant, il tomba. Eizu eut moins de chance. L'un d'eux lui a sauté dessus, lui lacérant la peau avec ses griffes acérées et lui ouvrant la mâchoire. En un clin d'œil, je l'ai vu attraper son bras gauche, coupant facilement le tissu et la peau. Du sang a giclé dans les airs. « Eisu, non !» ai-je crié en chargeant une autre cartouche et en tirant. J'ai touché la bête en plein milieu du corps. Elle a gémi et craché, alors que le sang jaillissait de ses blessures. Elle a essayé de se relever et de continuer le combat, mais ses pattes se sont dérobées sous elle, et je l'ai regardée un instant, gisant sur le sol, tremblante et mourante. Ace a rechargé son arme et, se retournant, en a abattu une autre d'un tir direct. Jansen a achevé les deux derniers, et soudain, tout est redevenu calme. Seul le bourdonnement des tirs dans mes oreilles venait troubler le silence. Je me suis précipité vers Ace, regardant sa main. Il a grimacé en retroussant sa manche. J'ai vu une profonde blessure, une coupure qui allait presque jusqu'à l'os. Le sang pulsait au rythme de son cœur, mais les artères ne semblaient pas toucher. Il a rapidement posé un garrot et appuyé sur la blessure, et après plusieurs minutes de repos et de soins, le saignement a ralenti. Nous étions assis au milieu de tous les nécrophages morts. L'étrange prêtre avait disparu pendant le combat, s'étant enfui dans l'un des tunnels derrière la sculpture. « Nous devons trouver de la nourriture et de l'eau, dis-je. Il y a peut-être encore des ruisseaux souterrains, si nous avons de la chance. Mais de la nourriture, que ferons-nous? Préparer un nécrophage. » Je regardais avec mépris le cadavre le plus proche. « Si nous n'avons pas le choix, » répondit Jansen, « je ne compte pas mourir ici, sauf s'il n'y a pas d'autre solution. »« C'est drôle, » dit Ace en regardant sa main blessée. « C'est toi qui tenais tant à venir ici depuis le début, avant même d'avoir vu le garçon, que nous n'avons d'ailleurs jamais vu. Tout cela n'était qu'une poursuite fantomatique, une poursuite folle vers l'inconnu et, probablement, vers la mort ou le 7e cercle de l'enfer. »« Peut-être, » dis-je en plaisantant, mais personne ne sourit. Nous avons continué notre chemin. Finalement, nous avons entendu un léger murmure et avons trouvé un petit ruisseau qui coulait dans un tunnel latéral. Nous avons nettoyé la blessure d'Ace du mieux possible, en buvant autant d'eau pure et claire que possible. Mais j'ai commencé à avoir faim. Je me demandais si nous allions vraiment devoir manger ces étranges animaux rouges. Si cela devait arriver, peut-être aurait-il le goût du homard, pensais-je en souriant. Mais nos problèmes ne faisaient qu'empirer. La blessure d'Ace avait l'air horrible. Des zones rouges et enflammées de peau s'étaient difformées autour de la coupure, et les veines semblaient avoir changé de couleur à cet endroit. « Oh, ne t'inquiète pas, » sourit Ace, « ce n'est qu'une égratignure. » Mais en réalité, j'étais inquiet, et plus nous avancions, plus la situation empirait. Après quelques heures de marche, la blessure a commencé à sentir très fort, et j'ai vu du pus et des taches noires se propager sur son bras. Je n'avais jamais vu une infection se développer aussi rapidement et se propager aussi vite. Je me suis demandé quelles bactéries extraterrestres exotiques
pouvait dit bien se trouver sur ces créatures, et j'ai frissonné. Nous nous sommes reposés en trouvant un côté vide du tunnel et en nous allongeant. Ace et moi étions loin de Johnson, qui s'était éloigné de plusieurs centaines de mètres dans le tunnel, peut-être pour être seul. « Je ne lui fais pas confiance », a murmuré Ace. « Oui, moi non plus. Je pense qu'elle en sait plus qu'elle ne le dit. » « Tout cela semble étrange, » dit Ace, regardant sa main pour la 100e fois, fronçant les sourcils et grimaçant. « Mais je pense que tu pourrais découvrir que tu as besoin d'elle. Je ne suis certainement pas en état de t'aider. » Après nous être reposés un moment, nous nous sommes relevés et avons repris notre chemin dans le tunnel, les excroissances de moisissures infinies nous fournissant encore suffisamment de lumière pour voir devant nous sans avoir besoin de nos lampes frontales. J'essayais d'économiser la batterie autant que possible. Ace s'était rapidement affaibli au point de tituber, se courbant et vomissant de temps en temps. La sueur coulait de son front et il vacillait sur ses jambes lorsqu'il se tenait debout. Je levai son bras blessé et poussai un cri. Je repensais aux termes médicaux que j'avais entendus. Une suppuration est une plaie qui sécrète du pus, draine les fluides des tissus mourants et s'écoule sur la peau. Nécrose, la chair vivante se dévore sous les yeux de la personne. Aucun de ces mots ne pouvait décrire les véritables horreurs que nous voyions. Ace marchait autant qu'il le pouvait, mais à mesure qu'il avançait, je sentais de plus en plus l'odeur de la blessure. Bientôt, c'est tout ce que je pouvais sentir. C'était écœurant, comme de la viande crue en décomposition par une journée humide d'été, mélangée à une étrange odeur bactérienne nauséabonde. Cela me rendait fou et me donnait envie de vomir. Je ne pouvais pas imaginer ce qu'Ace ressentait pendant ces dernières heures sombres. J'ai vu un jour un film intitulé « Requiem for a Dream », dans lequel la main d'un toxicomane s'infectait. Des bandes noires et violettes se propageaient sur sa peau, menant au cœur, point central de l'infection, pourrissant et se répandant dans tout son corps, tandis qu'il la regardait le dévorer. Je n'avais jamais rien vu de tel, du moins jusqu'à ce moment-là. En regardant la plaie sur sa main, les veines rouges et enflammées qui ressortaient, la peau noire et pourrie au centre, la chair qui se détachait et tombait. Cela dépassait les limites de mon bon sens. Je devais détourner le regard. Mais quand je fermais les yeux, je voyais quand même. Et je sentais toujours cette odeur. « Je vais mourir », dit-il. « Nous allons te trouver de l'aide », dis-je, sans y croire. Il secoua la tête. « Je n'en peux plus. Je ne supporte plus cette odeur. L'odeur de la décomposition de mon corps. Je sens ma peau se détacher. Je sens le pus s'écouler. Je sens mon corps pourrir de l'intérieur. Je le vois. » Il s'est mis à pleurer. « Partez, laissez-moi le fusil et une balle. Je n'irai pas plus loin. Je n'en peux plus. »« Non, non, » ai-je commencé, mais Johnson m'a interrompu. « Il a raison. Il est en train de mourir, et même si nous avions des soins médicaux à ce moment-là, je ne sais pas s'il pourrait le sauver. Le sepsis s'est propagé et il faut amputer le membre. Mais nous n'avons pas d'antibiotiques, pas même une seule capsule de pénicilline. Il a besoin d'antibiotiques intraveineux immédiatement pour avoir une chance de s'en sortir. « Laissez-moi le fusil, » dit-il, et je m'exécutais. Je posai le fusil à côté de lui, en prenant soin de placer la balle de plomb à côté. Il s'allongea, le visage pâle et en sueur, les yeux grands ouverts et remplis d'horreur. « Maintenant, va-t'en, tu n'as pas besoin de voir ça. Tu n'as pas besoin de faire ça, » dis-je, faisant une dernière tentative pour le faire changer d'avis. Mais il secoua la tête. « Je n'ai pas peur de mourir, mon vieil ami. Je n'ai pas peur de le faire moi-même. Je sais que certains de ces illuminés disent même que cela détruit ton âme éternelle ou quelque chose comme ça. Mais je pense que nous savons tous les deux que le Dieu infini, s'il existe, s'en fiche probablement. Tout le monde doit mourir, après tout, et nous y arriverons tous d'une manière ou d'une autre. Mais au moins, j'ai tué beaucoup de ces nécrophages à la fin.
Peut-être que cela suffira pour entrer au Valhalla. Qu'en penses-tu? Je sentis une larme couler sur ma joue. Clignant rapidement des yeux, j'essuyai mes larmes. Je pense que tu auras une place au premier rang au Valhalla, Ace. Garde-moi une place. Toi, prends soin de toi, lui dis-je, sachant qu'il ne pourrait rien faire de tel. Nous nous détournâmes tristement et nous éloignâmes. Et alors que Jansen et moi empruntions le tunnel, j'entendis derrière nous un coup de fusil isolé. « Il n'est plus là », ai-je dit lentement et tristement, le bruit du coup de feu résonnant dans ma tête. Jansen a secoué la tête, comme pour chasser ses pensées. « Nous devons sortir d'ici », a-t-elle dit. « Sinon, nous le rejoindrons. Nous n'avons pas de nourriture, pas d'accès garanti à l'eau, pas de soins médicaux. Nous mourrons probablement de faim, mais si quelque chose arrive, nous pourrions mourir beaucoup plus vite. » J'ai soupiré. Mon estomac s'est noué et s'est contracté. J'avais tellement faim que cela me faisait mal. Une douleur sourde s'est installée au milieu de mon ventre. Un rappel constant que je n'avais pas mangé depuis trop longtemps. Je savais que la faim pouvait durer au moins plusieurs semaines, surtout si la personne avait un peu de graisse et de muscles avant de commencer. Et pourtant, alors que nous marchions à des dizaines de kilomètres sous terre dans ces grottes, cette prévision optimiste de plusieurs semaines avant de mourir de faim s'était réduite à une durée beaucoup plus courte. Tout aussi grave, voire pire, je n'avais presque plus de munitions. Je tâtais les balles de fusil de chasse dans ma poche. J'en comptais 17. J'en garderais une pour moi, au cas où une mort lente et horrible m'attendrait et que j'aurais besoin d'une issue. Cela signifiait que lorsque l'attaque inévitable se produirait, je n'aurais plus que 16 coups à tirer. Ces problèmes tournaient en boucle dans ma tête pendant que nous marchions. Jansen parlait peu. Elle respirait difficilement et semblait beaucoup plus voûtée que la femme énergique et droite que j'avais rencontrée au début. J'avais l'impression qu'elle perdait espoir. J'essayais de la réconforter. « Il doit y avoir des dizaines de sorties ici, » dis-je. « Pensez-y. Ces mutants humanoïdes blancs, les gardiens, ils nourrissent ces énormes bêtes rouges qu'ils appellent les nécrophages, n'est-ce pas? Au moins, ils les nourrissent. Parfois, j'ai l'impression que les nécrophages pourraient être facilement chassés eux-mêmes. Ce sont clairement des prédateurs de haut niveau. Peut-être que les gardiens veulent simplement les garder secrets. « Viens-en au fait, » dit Jansen. « Et les sorties? Nous n'avons vu qu'une seule sortie et une seule entrée à cet endroit. »« D'accord, » dis-je. « Les gardiens doivent apporter de la viande depuis plusieurs passages. Cela n'aurait aucun sens s'ils n'avaient qu'un seul passage, celui par lequel nous sommes entrés, et qu'ils parcouraient ensuite des centaines de kilomètres sous terre. Ils essaient probablement de nourrir les nécrophages dans cette partie du tunnel. Ils doivent donc remonter à la surface pour chasser, voler de la nourriture, ou autre chose, puis la ramener. Tu veux dire que si nous pouvons en trouver un et le suivre, alors peut-être, » commença Jansen, mais ses paroles furent rapidement interrompues par un cri provenant de l'arrière. Je me retournai, levant mon fusil déjà chargé et retirant le cran de sûreté. Le fusil de chasse Benelli noir et lisse semblait être le prolongement de mon corps à ce moment-là. Tant que je n'aurais pas épuisé mes cartouches, il resterait un simple gourdin métallique bon marché. Jansen réagit aussi vite que moi, allumant sa lampe LED pour nous éclairer davantage. La lumière blanche m'éblouit un instant, comparée à la faible lueur violette de la moisissure qui recouvrait les parois et les murs du tunnel. Elle semblait être le soleil lui-même. L'énorme tache rouge floue disparut au fond du couloir derrière nous. Son cri effrayant, semblable à d'un sifflet à vapeur, s'éloignant avec elle. Je regardais autour de moi à la recherche d'autres signes, indiquant que nous étions suivis et poursuivis. Mais tout semblait vide derrière nous. Nous avons continué à avancer, et le tunnel principal s'est terminé en se divisant en deux couloirs, gauche et droit,
tous deux de taille identique et sans aucune indication sur lequel choisir. À ce moment-là, j'avais abandonné tout espoir de revoir le garçon kidnappé. Je n'étais même pas sûr de survivre. Nous avons pris à gauche et continué à monter. Le tunnel s'est à nouveau divisé, nous avons encore pris à gauche et j'ai finalement senti quelque chose de nouveau. Une odeur de viande grillée. Mon estomac s'est immédiatement retourné et s'est mis à me faire mal lorsque l'odeur a envahi le tunnel. Je sens une odeur de nourriture, ai-je dit doucement en essayant de cacher mon excitation. De la nourriture, de la viande. Oh, Dieu merci. Nous avons avancé côte à côte, accélérant le pas. À ce moment-là, même les yeux de Janssen brillaient. « J'ai tellement faim que je pourrais manger un de ces nécrophages, » a-t-elle dit. « Je parie qu'ils ont le goût du poulet. »« Ils ressemblent plus à des homards, » dis-je. « Ils sont bons et rouges, avec une carapace épaisse. Je parie que si on les cuit et qu'on ajoute un peu de beurre fondu. » Soudain, je découvris que le tunnel était bloqué par un nécrophage. J'ai instinctivement bondi et levé mon fusil, manquant de peu de lui tirer dessus. Puis j'ai vu qu'il avait une balle en plein milieu de la poitrine. Il semblait mort, allongé sur le dos, les yeux rouges foncés, fixés au plafond. Ses pattes ramifiées et insectoïdes étaient impitoyablement tordues, comme celles d'une araignée domestique desséchée. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Janssen, le visage déformé par la confusion. « Qui a tiré sur ça? C'est toi ?» Je haussai les épaules. « Eh bien, ça devait être l'un d'entre nous, » dis-je. « Peut-être que la dernière fois qu'ils nous ont attaqués, l'un d'entre nous en a touché un au ventre et il s'est enfui. Et puis, quand il est arrivé ici, il était mort d'une hémorragie ou d'une défaillance organique, ou de ce qui l'a finalement tué. C'est mon hypothèse. » Janssen s'agenouilla près du cadavre de Nécrovore, écartant l'une de ses jambes, raide, pour s'approcher de sa bouche ouverte, remplie de centaines de dents acérées. Je la vis fouiller dans sa poche. « Je dois aller aux toilettes, » mentis-je, curieux de savoir ce que Janssen avait en tête. Depuis notre première rencontre, j'avais le sentiment qu'elle était plus qu'une simple flic d'État souhaitant rejoindre les Rangers. Je me suis engagé dans le tunnel et, lorsqu'il a commencé à se courber, j'ai fait semblant de m'appuyer contre le mur et de commencer à uriner. Mais je surveillais Janssen. Elle a sorti de la poche intérieure de son manteau un flacon en verre transparent avec un bouchon noir. En m'agenouillant devant Nécrovore, je l'ai vu plonger le flacon dans sa bouche, sans doute pour recueillir un peu de sa salive sanglante, puis refermer le bouchon. J'ai commencé à revenir sur mes pas et elle a rapidement remis le flacon dans la poche intérieure de son manteau. Janssen s'éloigna rapidement de quelques pas de Nécrovore, son expression redevenant pâle et indifférente, comme elle semblait l'être depuis plusieurs jours. Mais la vraie Janssen était là. Je l'avais vue et elle mijotait quelque chose. Je me demandais si je devais aborder ce que j'avais vu, la confronter directement, mais je décidai de ne pas le faire. Je la confronterai le moment venu, mais pour l'instant, survivre semblait plus important. Nous avons laissé Nécrovore derrière nous et avons suivi le tunnel vers les délicieuses odeurs de viande rôtie, qui devenaient de plus en plus fortes. Devant moi, j'ai vu un rayon de lumière pénétrer dans la grotte. Mon cœur a bondi. C'était la vraie lumière du soleil, et cela ne pouvait signifier qu'une chose, la sortie. J'étais sur le point de courir vers l'avant quand j'ai entendu Janssen enclencher la sécurité de son pistolet, armer le chien et me dire 2 mots. « Ne bouge pas ». Elle n'était qu'à quelques de mètres derrière moi. Mon fusil était toujours sur mon épaule et je regardais devant moi, lui tournant le dos. Elle avait tous les avantages. Je savais que j'étais probablement condamné et que j'allais le mourir ici, sur le sol de la grotte, et que ma famille ne saurait jamais ce qui m'était arrivé. « Prends ton fusil et pose-le lentement par terre, » dit Janssen. « Si tu te retournes, je tire. » Je fis ce qu'elle demandait.
Maintenant, continue à regarder dans la direction opposée à moi. J'ai vu ton expression quand tu as aperçu les nécrophages à l'entrée de la grotte pour la première fois, et tu n'avais même pas l'air surpris. Je vais donc te poser une seule question, et une seule. Les avais-tu déjà vus auparavant? Oui, répondis-je doucement, me souvenant qu'environ 6 mois avant les événements avec Ace et Johnson dans la grotte, j'étais seul dans ma cabane en rondin. J'avais préparé une cafetière pleine de café, nettoyé et huilé mon arme, et décidé d'aller tirer. Après avoir rempli un énorme thermos de café bouillant, j'ai pris mon Winchester 3030, un beau fusil avec une crosse en noyer poli. Je suis sorti dans la rue pour disposer des cibles. Je suis allé à la décharge et j'ai pris un vieux climatiseur et un couvercle métallique de poubelle que j'ai disposé à différentes distances. Comme c'était l'été, l'air était frais et pur. La nuit était sans pollution et sans nuages. Toutes les étoiles dans le ciel semblaient émettre une lumière vive et pure. On aurait dit qu'une flamme bleue jaillissait de mon fusil pendant une fraction de seconde lorsque je tirais. Dans l'obscurité, j'entendais instantanément le bruit du métal lorsque la balle touchait l'une de mes cibles. J'ai continué ainsi pendant un certain temps, puis des pleurs et des cris ont retenti dans la forêt voisine. Personne ne vivait près de chez moi, alors je me suis immédiatement méfié. Pendant quelques secondes, j'ai essayé de me convaincre qu'il s'agissait simplement d'un renard, d'une lynx ou d'un chat, mais j'avais déjà entendu ces animaux et le son était différent. Ce bruit semblait beaucoup plus fort et presque synthétique. J'ai rechargé mon fusil, mis un chargeur supplémentaire dans ma poche et commencé à suivre les bruits. Puis j'ai entendu un coup de feu, puis 2 autres, et les cris sont devenus plus forts. J'ai couru en avant, en évitant les racines et les pierres, me frayant un chemin entre les conifères et les bouleaux qui poussaient en abondance dans cette partie de la forêt. Les insectes s'étaient unis pour la plupart tués après les coups de feu, et il régnait désormais dans la nature une atmosphère sinistre et silencieuse, comme si tout dans cette forêt se cachait pour entendre ce qui allait se passer ensuite. Et puis, je les ai aperçus, 2 hommes et une créature insectoïde, rouge de plus de 2,50 m. Les hommes avaient un l'air effrayé et ne semblaient pas avoir les compétences nécessaires pour tirer avec un fusil de précision. Ils avaient apparemment vidé leur chargeur, mais je ne voyais que quelques petites traces de sang sur la créature insectoïde, à savoir des égratignures superficielles sur le côté de sa poitrine et au-dessus d'une épaule. Il s'est avancé avec rage et a tranché la gorge de l'homme le plus proche, avec ses doigts tranchants comme des rasoirs, puis est passé au suivant. Je courais aussi vite que possible, essayant d'atteindre une distance de tir suffisante pour sauver la vie de l'homme. J'ai regardé avec horreur la bête avancer la tête, sa gueule grande ouverte, sa mâchoire déboîtée et arracher les jambes du survivant jusqu'aux genoux. J'ai crié « Non !» et j'ai arrêté de courir, regardant à travers le viseur et ouvrant le feu. J'ai touché plusieurs fois la tête de la créature rouge, juste entre ses yeux sombres et fixes, et après quelques secondes de cris, elle est tombée à la renverse. J'ai couru vers l'homme blessé et je l'ai secoué. « Qu'est-ce que c'était ?» lui ai-je crié. « Qui êtes-vous? Que faites-vous » Il a lentement secoué la tête, comme pour s'éclaircir les idées, puis m'a regardé. « Je m'appelle Constantin », a-t-il dit avec un fort accent. « Je suis agent du SFB, agent de mon pays natal, la Russie. Je ne vous aurais normalement pas dit cela, mais je suis en train de mourir. Cette créature... » Il désigna l'énorme créature rouge gisant morte sur le sol. Son corps contient une bactérie qui présente un énorme potentiel en tant qu'arme biologique. Elle peut provoquer un choc septique chez n'importe quel être humain, et la plupart des antibiotiques sont inefficaces. Une goutte infime de ce que contient cette créature peut tuer un être humain, et lors de l'autopsie, cela ressemblera à une infection bactérienne ordinaire.
comme n'importe qui peut en attraper. « Merci », dis-je en lui tirant une balle dans la tête. Puis j'enterrai les 2 agents et la créature rouge dans une fosse commune. La terre molle de l'Alaska les recouvrit rapidement. Personne n'aura accès à l'arme biologique de ces créatures tant que je serai en vie, si je peux l'empêcher. Je racontais tout cela à Janssen, si c'était son vrai nom, en essayant de gagner le plus de temps possible. Mon seul espoir était un Deus ex machina, un sauveur providentiel qui pourrait l'arrêter. Car au fond de moi, je savais qu'elle ne me laisserait pas en vie. Pas plus que les agents russes ne m'auraient pas ni laissé en vie, s'ils avaient jamais réussi à tuer le nécrovore et s'ils avaient jamais su que j'avais été témoin. Janssen pâlit, son visage se déforma en une grimace profonde. Puis elle ajouta « Donc, les Russes ont appris l'existence des nécrovores d'une manière ou d'une autre, dit-elle à elle-même. Et maintenant, ils veulent me prélever des échantillons, tout comme nous. Pour qui travaillez-vous vraiment ? Demandai-je. Je sais que vous n'êtes pas flic. Je travaille pour la CIA, dit-elle en souriant largement. Je suis vraiment désolé, mais les ordres sont les ordres. On m'a clairement dit qu'il ne devait rester aucun témoin. La CIA veut capturer plusieurs nécrophages vivants et voir s'ils peuvent être utilisés comme armes biologiques, par exemple en les lâchant dans un pays ennemi. Mais pour l'instant, une bactérie extrêmement puissante suffit. Adieu, et je suis désolé. Je fermai les yeux, respirant rapidement. Mon heure était venue. Je savais que j'allais y mourir, abattu dans le dos comme un vulgaire criminel. Mais le coup de feu ne retentit pas. Au lieu de cela, j'entendis un gémissement de douleur surpris, puis un bruit horrible, gargouillant et crachant. Je tournai lentement la tête, me demandant s'il s'agissait d'une ruse, et c'est alors que je le vis. Janssen se tenait debout, la gorge tranchée, un jet de sang coulant sur le devant de ses vêtements. Ses yeux semblaient étonnés et surpris, comme si elle venait de voir le plus grand tour de magie du monde. Puis elle s'est effondrée, son corps heurtant lourdement le sol en pierre du tunnel. Derrière elle, j'ai vu Ace, son couteau pliant ensanglanté, fermement serré dans une main tremblante. Son autre main semblait noire et morte, ses doigts étrangement tordus. « Oh mon Dieu, Ace !» ai-je crié, à la fois choqué et ravi. « Je te croyais mort. »« Je le serai bientôt, » dit-il en s'effondrant sur le corps de Janssen. Je courus vers lui, l'odeur de chair en décomposition de sa main envahissait toute la pièce, mais j'étais si heureux que j'aurais pu le serrer dans mes bras. « Comment ?» ai-je demandé. Ace, il m'a regardé, les yeux larmoyants et le regard vague. Puis, il a vomi un jet de sang dilué. Il est tombé sur la main de Janssen. « J'ai été attaqué », a dit Ace. « Pas une seule balle. J'ai dû l'utiliser pour abattre le nécrovore qui essayait de m'embuscader juste après votre départ. Puis quelqu'un a commencé à cuisiner et j'ai senti l'odeur de la viande. Je me suis lentement dirigé vers l'odeur et j'ai trouvé l'un des mutants blancs en train de faire rôtir un cerf sur un feu. Ils avaient donc des réserves de nourriture dans une pièce, des champignons, des fougères, de la viande et des noix. Et c'était énorme. Je me suis caché derrière un tas de peaux de cerf. J'ai mangé autant que j'ai pu, attendant la mort et buvant l'eau qui coulait du plafond. Puis je vous ai entendu, vous et Janssen, non loin de là. Vos voix résonnaient et vous avez effrayé le mutant blanc, le gardien qui cuisinait. J'ai entendu la confession de Janssen et je l'ai tué. Il a montré sa main. Une pourriture noire et violette s'était propagée au-delà de son épaule et commençait à ronger sa poitrine. J'ai presque fini, presque fini. Tu vas me laisser tranquille. Tu vas me donner le coup de grâce ? J'ai acquiescé en chargeant une balle dans la chambre. Ace m'a regardé, les yeux remplis de larmes, le visage reflétant la tristesse et l'incertitude qui l'habitaient de profondément. Je raconterai à tout le monde ton courage, mon vieil ami.
ai-je dit en pointant mon arme sur son front et en appuyant sur la détente. Il y eut une explosion et je me retrouvai seul. Je pris toutes les cartouches et les armes de Jansen, ce qui me donna 19 cartouches pour le Ruger, puis je me mis à marcher vers la lumière du soleil, que je voyais encore filtrer dans le couloir, priant pour trouver une sortie. J'entrai dans la pièce et vis ce qu'Ace avait vu. Un cerf rôti sur un feu qui s'éteignait, un tas de champignons comestibles sur une peau de cerf dans un coin, un tas de fougères à côté et diverses herbes comestibles provenant de la forêt de l'autre côté. De la viande séchée, semblable à du jerky, était également posée sur une énorme pierre plate au soleil. À ma grande déception, je vis que la lumière provenait d'un petit trou dans le plafond, par lequel la fumée du feu pouvait s'échapper. Il était impossible d'y accéder, à moins que je ne puisse me transformer en araignée, et le trou semblait trop petit pour que je puisse m'y faufiler, mais cela me donna quand même de l'espoir. Cela signifiait que je ne me trouvais pas à des milliers de mètres sous terre, et qu'une véritable sortie pouvait se trouver juste au coin. Si seulement il n'y avait pas eu autant de grottes ramifiées dans lesquelles on pouvait se perdre. Je réfléchis, mangeai bien, puis pris une peau de cerf et commençai à emballer autant de nourriture que je pouvais en transporter. Ce fut sans aucun doute le meilleur repas de ma vie. Après avoir jeûné dans l'obscurité pendant si longtemps, même la nourriture la plus insipide semblait être un mets délicieux. J'ai attaché la peau de cerf à un long bâton, comme un vagabond se rendant à un train, et, en l'équilibrant sur mon épaule, je me suis mis en route. J'ai erré pendant des semaines, mangeant le moins possible. Au cours de la 2e semaine, j'ai trouvé une autre cuisine où les gardiens stockaient de la nourriture, avec de la viande d'élan et beaucoup de champignons séchés. Et j'ai pris ce que je pouvais. Des ruisseaux de montagnes froids coulaient à travers les grottes, me fournissant périodiquement de l'eau, mais je ne trouvais toujours pas de sortie. Et même si j'apercevais parfois des mains blanches ou des carapaces rouges derrière moi, l'ennemi semblait se contenter de me poursuivre et de m'observer jusqu'à ce que j'atteigne la fin. Cela s'est produit soudainement. Une immense arche devant moi, au détour d'un virage dans la grotte. Comme il faisait nuit, je n'ai pas tout de suite compris ce que je voyais, mais la lumière de la lune était si différente de la lumière terne et violette de la moisissure que j'ai compris avec enthousiasme que je devais être proche de la fin de cette grotte interminable. Je me suis mis à courir, et c'est à ce moment-là que l'embuscade a été tendue. Ils sont apparus de partout, les gardiens vêtus de grossières robes brunes, et les éclairs rouges des nécrophages qui m'entouraient. Les nécrophages crachaient et sifflaient, tandis que les gardiens marmonnaient dans leur langue étrange, aiguë et stridente. J'ai laissé tomber le reste de ma nourriture par terre, la voyant se répandre sur le sol au ralenti, alors que mon adrénaline montait en flèche. Puis, en un clin d'œil, j'avais un Ruger 454 dans la main. J'ai couru vers la porte, vidant les 6 cartouches sur les nécrophages les plus proches de moi. Je visais leurs yeux rouges foncés, une technique qui avait bien fonctionné lors des combats précédents. J'ai essayé de bloquer le tunnel avec les cadavres des plus proches, mais les plus petits derrière se tortillaient et se faufilaient entre les corps déformés et ensanglantés de leurs congénères. J'étais cependant presque à la sortie. Je sentais déjà l'air frais. J'ai senti des mains m'agripper par derrière. J'ai attrapé le Ruger et j'ai commencé à frapper tout ce qui se trouvait à ma portée avec la crosse, jusqu'à ce que je sente enfin les mains me lâcher. Quelques secondes plus tard, l'un d'eux a attrapé le pistolet qui est tombé par terre. Je n'ai pas eu le temps de le ramasser. À présent, des nécrophages m'entouraient de part et d'autre, se déplaçant comme une tache floue, leurs pattes glissant vers l'avant et leur corps se tordant d'un côté à l'autre dans une anticipation affamée. Leurs mâchoires s'ouvrirent en grand et leurs griffes commencèrent à fendre l'air lorsque je m'emparai du fusil de chasse et ouvris le feu. J'ai d'abord tiré sur la main du premier. Il a poussé un cri
en regardant vers le bas, le sang jaillissant de son moignon, puis il a commencé à reculer, renversant le nécrophage derrière lui. Le deuxième a sauté directement sur moi, sa grande gueule grande ouverte. Je pouvais voir sa gorge lisse et humide. Il visait mon visage et j'ai commencé à tirer à l'aveuglette, le touchant 3 ou 4 fois dans la bouche ouverte. Il est tombé au sol à quelques centimètres de moi et j'ai entendu un clic lorsque le fusil de chasse a été à court de cartouches. Tout en courant, j'ai inséré les dernières de balles dans le fusil, tirant derrière moi et touchant 2 de ceux qui voulaient monter me tuer. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai réalisé qu'il ne me restait plus que 2 balles. J'ai couru vers la sortie, serrant les dernières cartouches. Je vis ces créatures franchir la porte en pierre et, après avoir chargé une balle dans la chambre, j'abattis le grand nécrophage sur le seuil. Il tomba sans un bruit, bloquant la porte à ceux qui le suivaient, et je m'enfuis. Je courus pendant ce qui me sembla être des heures, jusqu'à ce que j'aperçoive une petite fumée devant moi. J'ai trouvé un petit village esquimau sur la côte. Une femme âgée dans une petite hutte m'a ouvert la porte. Quelqu'un dans la ville avait une radio amateur qu'ils ont utilisée pour appeler à l'aide et m'évacuer. Quand je suis revenu pour la première fois et que je me suis vu dans le miroir, j'ai été horrifié. J'avais perdu beaucoup de poids et j'avais l'air maigre et fragile. Mes pommettes étaient saillantes et anguleuses. Mes yeux fatigués étaient profondément enfoncés dans mon visage squelettique. Je pouvais compter chaque côte sur ma poitrine et mes jambes ressemblaient à des bâtons recouverts de peau. Je n'ai pas raconté toute l'histoire à mon patron, ni à personne d'autre. J'ai été absent pendant des semaines, et j'ai simplement dit que je m'étais perdu dans les tunnels en cherchant un garçon disparu, ce qui était en partie vrai. Je ne leur ai toutefois pas parlé des nécrophages, ni des actions courageuses d'Ace qui m'ont sauvé la vie. J'ai gardé cette histoire pour moi jusqu'à présent.